Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Alors, on va parler aujourd'hui euh, de quelque chose qui me tient à cœur, c'est le fait d'être cohérent en tant que communiste. Vous avez souvent peut-être vu différents personnes de gauche radicale ou d'extrême gauche vous sortir des choses un peu spéciales. Alors, je précise, hein, toute personne de gauche n'est pas communiste, bien que le communisme soit une idéologie de gauche, et toute personne de gauche n'est pas gauchiste, au sens où le définit le camarade Lénine, hein, déviation de gauche stérile qui n'apporte rien à la lutte des classes. Hein. Le gauchisme, c'est une déviation radicale de gauche qui n'apporte rien à la lutte des classes, et donc sont des gens qui se réclament plus à gauche que communistes et qui au final n'apportent absolument rien à la lutte pour l'émancipation des travailleurs. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'au sein de la gauche radicale ou de l'extrême gauche, vous avez des gens qui vous disent et même parfois c'est malheureux de le dire en toute bonne foi, que pour eux l'État, la nation, la République, la démocratie, la France, la laïcité, que pour eux ça serait, en tant que personne de gauche, soit bourgeois, soit oppressif. Vous voyez le niveau. Hein. Alors que tout ça, tout ce que je viens de citer, hein, État, nation, République, démocratie, laïcité, France, ce sont des conditions de l'émancipation. Alors France, c'est un contexte particulier, mais c'est quand je dis France, je parle des progrès sociaux réalisés en France, du républicanisme à la française, de la laïcité justement à la française, hein, de l'universalisme républicain, pour ajouter le mot universalisme. Eh bien, vous avez des gens qui, à gauche, vous disent que pour eux, c'est soit bourgeois, soit oppressif. Alors que tout ça, tout ce que je viens de vous citer, c'est les conditions de l'émancipation populaire. Donc, on va explorer la question du principe de cohérence communiste. Tu ne peux pas être communiste et. Parce que je pense qu'il faut partir sur des choses assez simples. Par exemple, tu ne peux pas être communiste et pro-Union européenne. Et pro-UE. Tu ne peux pas être communiste et européiste. Normalement, un communiste n'est pas favorable à la mise en concurrence des travailleurs par des traités de libre-échange. Or, l'Union européenne, c'est une construction néolibérale, c'est une zone de libre-échange, et c'est aussi la limitation de la capacité de l'intervention de l'État dans l'économie. Un communiste, normalement, est pour des politiques économiques interventionnistes. Un social-démocrate aussi. La différence, c'est que le communiste veut quand même aller bien plus loin que le social-démocrate en termes d'intervention de l'État. Eh bien, quand vous êtes contre l'indépendance monétaire, la souveraineté monétaire de votre pays, au profit d'une institution qui d'ailleurs, une institution supranationale antidémocratique et antisociale qu'est l'Union européenne, qui est complètement éloignée de l'intérêt des travailleurs, qui est complètement éloignée des peuples, et qui sert complètement les intérêts privés, qu'est l'Union européenne, vous ne pouvez pas vous dire communiste quand vous êtes favorable à un monstre tel que l'Union européenne, tel que l'euro. En fait, quand vous voulez priver votre pays de souveraineté monétaire, vous voulez ainsi limiter la capacité de l'intervention de l'État dans l'économie, et que vous voulez mettre les travailleurs en concurrence via les traités de libre-échange européens, et vous êtes contre les frontières, j'y viens, eh bien, vous ne pouvez pas vous dire réclamer communiste et pro-Union européenne. Ça n'a aucun sens d'être communiste et européiste.
hein. Tout communiste sérieux doit être souverainiste, doit être pour l'indépendance nationale, l'indépendance de son pays, afin de pouvoir avoir un pouvoir d'action dans l'économie que la puissance publique puisse en avoir un. Alors ça fait pas tout, hein, parce que si vous n'êtes pas au pouvoir pour mettre en place ces politiques-là, ben vous pouvez pas mettre en œuvre vos politiques sociales, les politiques sociales, voire même politiques socialistes. Mais sans cette indépendance nationale sur la question monétaire, eh bien, et sur la question frontalière aussi, parce qu'il s'agit aussi des droits de douane, hein, rappelons Jaurès et le socialisme douanier, eh bien sans ça, vous ne pouvez pas mettre en œuvre une politique populaire, vous ne pouvez pas mettre en œuvre une politique communiste, vous pouvez dire socialiste, collectiviste, hein, vous ne pouvez pas mettre en tout cas une politique économique interventionniste. Même de la simple social-démocratie qui n'est pas un truc communiste, mais qui améliorerait bien des choses, ben, vous ne pouvez pas la mettre en place sans sortie de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas mettre en place une vraie politique sociale. Hein, moi, je suis communiste. Je préfère un gaulliste social qui veut sortir de l'Union européenne et faire quelques petites réformettes pour améliorer le droit des travailleurs, à quelqu'un qui se dit turbo-communiste mais qui est pro-Union européenne et qui en fait dans la pratique, sans s'en rendre compte, en tant qu'idiot utile, va servir les intérêts des multinationales, de la bourgeoisie comprador et de la bourgeoisie impérialiste. Pour moi, on peut pas être communiste et européiste. Un communiste doit être souverainiste, en fait. Je rappelle que, historiquement, les communistes ont toujours soutenu des mouvements d'indépendance nationale tels que le Vietnam, tels que Cuba, tels que plein de mouvements, en fait, de tous les mouvements de décolonisation. Hein, tous les leaders anti-impérialistes, anti-colonialistes, c'était pas des gens qui disaient on va s'intégrer dans une structure supranationale qui va nous priver de notre souveraineté. C'était des gens qui disaient on veut que notre nation soit indépendante, que notre pays soit indépendant. Thomas Sankara, il n'aurait pas été pour que son pays soit sous la coupe d'un truc comme l'Union européenne. Pareil pour Che Guevara ou Fidel Castro ou pour Ho Chi Minh. Ça n'a aucun sens de vouloir se dire européiste et communiste en même temps. C'est ridicule. Voilà, à moins que vous soyez un atlantiste repeint en rouge, comme le sont des gens du PCF ou d'aujourd'hui, ou que vous soyez un trotskiste de lutte ouvrière qui sort un truc ridicule du type vous voyez, vive les États-Unis socialistes d'Europe, ou quelqu'un de LFI du PCF, au sens large, la pseudo-gauche radicale, qui vous dit l'Europe sociale ou l'Europe des nations, mais en fait, l'Europe des nations, elle n'est pas là, et l'Europe sociale, c'est de la foutaise. Ils ne contestent absolument pas cette Union européenne néolibérale. Ils vont mollement s'opposer à des traités, c'est tout ce qu'ils vont faire, mais la souveraineté monétaire, ils s'en foutent complètement. La souveraineté frontalière, n'en parlons pas, les frontières c'est fasciste pour eux. Voilà, hein, faut quand même être sérieux. On ne peut pas être communiste et européiste. Malheureusement, vous avez, au sein de la gauche encaviardée, qui est davantage composée de petits bourgeois que d'ouvriers, eh bien, vous avez des gens qui idolâtrent l'Europe, alors que c'est un carcan politique antisocial. C'est le carcan de politique antisociale. Autre élément, vous ne pouvez pas être communiste et pro-islam, islamophile. Enfin, comment dire ? Vous ne pouvez pas être communiste et soutenir des islamistes, des fréristes. Vous ne pouvez pas être communiste et, au nom de l'islamophobie, de la lutte contre l'islamophobie, soutenir les islamistes, les fréristes et toutes les dérives réactionnaires, bon, sachant que certains gugus aiment se dire féministes dans l'affaire tout en se disant lutter contre l'islamophobie.
eh ben, c'est incompatible déjà. Bon, le droit de défendre le port du voile, qui est en fait un patriarcat islamique, si on veut parler en des termes qui sont ceux du militantisme féministe, patriarcat, ben c'est du patriarcat le voile islamique. On ne peut pas le nier, à moins d'avoir des grosses œillères, mais et on ne peut pas dire ouais, les libertés des femmes de porter le voile en mode libéral. Non, non, enfin, quand on est de gauche, on sait qu'il peut y avoir des pressions sociales sur les individus, en l'occurrence du milieu familial, du milieu social, des frères, des maris sur ces femmes-là qui sont obligées de porter le voile. Bon, alors ça, c'était le petit point féminisme. Bon, c'est pas le plus important, entre guillemets, parce que moi, j'aime bien parler à des échelles, on va dire, plus macroscopiques que le petit point de société. Mais, alors, déjà, la religion est l'opium du peuple, pour Marx. Hein, pour Marx, la religion sert la classe dominante. Je vais faire peut-être un gros point d'autorité, mais la religion n'a jamais servi les intérêts du peuple. Elle a toujours servi l'intérêt des puissants. Et j'aimerais surtout ajouter que si on ne se méfie pas assez à gauche des islamistes. Pensez ce qui s'est passé en Iran avec le Parti communiste d'Iran, qui a été interdit par les islamistes. Ils se sont fait massacrer par les islamistes en Iran, les communistes. Ils se sont fait interdire, ils se sont fait tuer, persécuter et tuer par le pouvoir de Khomeini, les communistes. Vouloir soutenir aveuglement l'islam quand tu es communiste, c'est vouloir soutenir les gens qui veulent te tuer. Je dis les choses franchement. On ne peut pas fermer les yeux sur l'intégrisme religieux islamique. Tout comme on ne peut pas fermer les yeux sur l'intégrisme religieux chrétien et les cathotradis. Tout individu qui s'oppose à la République, à la laïcité, à la République laïque, à la laïcité, au nom de son dogme religieux, toute personne qui veut mettre en place une théocratie s'oppose dans ces termes, dans les faits, au socialisme, au communisme, à l'émancipation humaine. L'émancipation humaine ne passe pas par la religion, c'est absurde. Est-ce que les chrétiens qui faisaient l'Inquisition, est-ce que les cathos-tradis qui veulent restaurer du traditionnalisme catholique le plus réactionnaire, est-ce que les évangélistes les plus pétés du casque, il faut le dire, les plus dingos, sont alliés du socialisme? Non. Pareil pour les islamistes. Ce sont des idéologies réactionnaires. Je parle de l'intégrisme religieux, évidemment. Les gens qui veulent défendre tout un tas d'absolues horreurs religieuses ne sont pas des alliés du socialisme. On ne peut pas croire bêtement à des inepties comme la théologie de la libération qui n'a aucun sens. Aucun sens. Nous, on se base sur les forces sociales, à savoir les ouvriers, les paysans. Pas sur le christianisme ou l'islam. Voilà. Alors, pour nous, la religion, en plus, divise les travailleurs, parce que vous n'en avez pas une de religion, vous en avez à travers, dans l'histoire de l'humanité, le nombre, les centaines de milliers de religions qui existent. Aujourd'hui, il en existe des tonnes aussi. Bon, il y en a qui ont disparu. Mais vous avez tous les personnes qui ne sont pas religieuses, qui sont athées, comme moi, par exemple. Moi, je suis athée. Et je considère que c'est absolument absurde. Voilà, je vais vous donner un point de vue subjectif, mais je considère que la religion est une ineptie d'un point de vue rationnel, du point de vue de la rationalité, est une totale ineptie. Que ce soit le christianisme ou l'islam, pour moi, ça n'a aucun sens logique. C'est des aberrations du point de vue de la pensée humaine. Cela dit, pour moi, il n'est hors de question de persécuter quelqu'un pour sa croyance, ou de fermer les portes à de bons camarades parce qu'il serait chrétien ou musulman. Je précise. Pour moi, un musulman ou un chrétien peut être un bon camarade s'il est laïque et pas islamiste ou cathotradi ou évangéliste. Vous comprenez le truc? Pour moi, j'ai aucun problème avec une personne qui soit chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, tout ce que vous voulez. Bon, je trouve que ce sont
des absurdités d'un point de vue logique, mais après tout, si ça reste dans le cadre privé, personnel, et que cette personne-là ne veut pas imposer ses croyances à autrui, aucun problème. Ah, moi, voilà. Je peux, voilà. Par exemple, quelqu'un qui est musulman, qui ne mange pas de cochon, on va dire que ça me fait plus de charcutes pour moi. Enfin, que ça augmente ma réserve en charcutes. Non, je plaisante, voilà. Enfin, mais voilà, enfin, quelqu'un qui veut aller à la messe le dimanche, voilà, qui veut, c'est qui, bon, c'est un peu plus la génération de ma grand-mère, mais voilà, tant que ça reste dans sa sphère privée, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est quand ça rentre en politique, ce genre de choses. L'identitarisme religieux nuit à la cohésion de la classe ouvrière et un danger aussi pour la lutte des classes. Vous ne pouvez pas concilier des réactionnaires religieux et des socialistes et des communistes, avec des socialistes et des communistes, parce que la religion, idéologiquement, en politique, elle sert forcément les intérêts du capital, et ça sert nécessairement les intérêts de la réaction. Hein, on n'a jamais vu de pape soutenir les communistes. On n'a jamais vu de pape... on les a plutôt vus soutenir des fascistes. Pareil, vous avez pas mal de imams ou d'ayatollahs, ils soutiennent plutôt des fascistes côté islamique. Ils le font aussi. Hein, ce qui se passe du côté catho et protestant, et du côté orthodoxe, toutes les variantes du christianisme que vous voulez, vous avez la même chose du côté musulman. On peut décliner à peu près à toutes les formes de religiosité. Hein. On peut parler du judaïsme aussi, qui est la source un peu réactionnaire, et qu'à voir la Bible. La différence, c'est qu'on n'a jamais vu beaucoup dans l'histoire, beaucoup de mouvements juifs vouloir être très prosélytes comparé à l'islam et au christianisme. J'ai vu vraiment un judaïsme conquérant comme on a pu voir un christianisme conquérant ou un islam conquérant. Mais toutes les propos sexistes, homophobes que vous trouvez dans le christianisme et l'islam, vous les avez dans le judaïsme. La condamnation de l'homosexualité, l'infériorité des femmes vis-à-vis des hommes, c'est très très très... Voilà. Bon, moi je suis particulièrement choqué par le sacrifice d'Isaac. On nous montre comme modèle moral un homme prêt à sacrifier un enfant, en l'occurrence son fils, par crainte d'une divinité. Pour moi, un mec comme ça n'est pas un modèle moral, mais est profondément à l'antithèse de la morale qui est la mienne. Pour moi, on ne peut pas, parce qu'on a les chocottes devant une entité toute puissante, être prêt à sacrifier la vie d'un enfant. Que ce soit le sien ou pas, hein, par ailleurs. La vie d'un enfant est moralement supérieure au caprice d'un dieu jaloux, pour moi. Hein. Je vais vous dire très franchement les choses. On ne peut pas... Il y a une chose qui peut être sacrée. Moi qui suis athée, je pense que c'est la vie de personnes qui sont particulièrement vulnérables, qui sont particulièrement voilà. J'exprime peut-être un propos un peu sentimental, mais il y a des gens qui sont dans une situation de vulnérabilité, des gens qui sont prêts à tuer pour une puissance supérieure, que ça soit un dieu, un État, un groupe, une milice armée, une entreprise, une secte, tout ce que vous voulez, qui sont prêts à tuer un gamin pour ça, ou à tuer un vieillard, ou un handicapé, ou que sais-je, ou une femme, ou... Pour moi, j'appelle pas ça des gens courageux et vertueux, mais j'appelle ça des lâches, et j'appelle même ça des sans-couilles. Hein, quelqu'un comme Abraham dans la Bible, pour moi, c'est quelqu'un que je méprise profondément. Hein. Je méprise profondément Abraham en tant que modèle moral. Hein, après, ceux qui y voient un truc... je vois pas comment on peut trouver en Abraham un modèle moral, en fait. Je vois qu'il peut y avoir des gens qui sont chrétiens, juifs, musulmans, qui peuvent avoir à titre individuel
des convictions morales très fortes et qui puissent être de bonnes personnes d'un point de vue humain, d'un point de vue individuel. Mais Abraham n'est pas un modèle moral. Faut quand même arrêter, tout comme Mahomet ou Jésus ou Saint Paul. Hein, vous avez des choses, c'est ces personnages-là qui sont profondément immorales. Saint Paul qui méprise les femmes. Mahomet qui couche avec une gamine de 6 ou 9 ans, enfin qui se fiancie à une gamine de 6 ans et qui l'épouse à 9 ans. On ne peut pas trouver de modèle moral dans cela. Enfin, pourquoi vous avez des gens qui se disent communistes, qui soutiennent toutes ces abominations réactionnaires que sont les religions? Le fait de condamner la religion d'un point de vue politique et moral, ça devrait aller de soi, en fait, quand on est communiste. Je vous dis pas de vous aliéner des gens qui sont vos amis, ou de vous aliéner leur sympathie et de rompre des amitiés au nom d'une vision athée qui est la mienne. Hein. Vous pouvez la partager, vous pouvez ne pas la partager, ma vision des choses. Hein. Je tiens à rigueur à personne du fait d'être athée, croyante, agnostique. Mais vouloir défendre absolument ce genre de modèle, en faire une action politique, ça me paraît ridicule, sachant réellement ce que c'est comme abomination. Enfin, ça n'empêche pas personne de rester pote avec ses copains chrétiens, musulmans, tout ce que vous voulez, ou juifs, bouddhistes, ou que sais-je. Mais vous avez des choses qui sont absolument abjectes dans les religions, et vouloir faire la politique de l'autruche sur ces choses-là, ça n'arrange pas la cause de la lutte des classes. D'ailleurs, la politique de l'autruche, ça n'arrange jamais la cause de la lutte des classes. La lutte des classes, alors on peut surtout concentrer son regard sur certaines questions, mais être aveugle sur les faiblesses intellectuelles de certains logiciels, certaines façons de penser, c'est absurde. Donc quoi d'autre? Quand on est communiste, on soutient donc je l'ai dit, on ne peut pas soutenir l'Union européenne, on ne peut pas soutenir l'islam ou le christianisme en termes d'actes politiques. Vous pouvez être croyant à titre personnel, mais ça, ce n'est pas un acte politique, et ce n'est pas une pensée politique, c'est une conviction personnelle. On peut respecter ce droit, cette liberté de conscience. Voilà, moi je suis républicain, je considère que la religion ne doit pas dépasser, pas sortir hors de l'espace privé. Elle doit être dans l'espace public. L'espace public, c'est l'espace du peuple et c'est l'espace de tous. Donc c'est un espace qui est athée, par définition de neutralité, non pas par le fait qu'on y impose à tous, tous ceux qui circulent, d'être athées, mais qu'il n'est pas l'espace de la manifestation religieuse, qui est plutôt l'espace privé, alors ce qui peut être l'espace du domicile, du lieu de culte ou du lieu d'association cultuelle dédié. Mais pour moi, ce serait une provocation qui ne permet pas le vivre ensemble, ça. Voilà, faut quand même s'en rendre compte. Alors on ne peut pas être communiste et être européiste, on ne peut pas être communiste et être islamophile à l'excès, ou être christianophile à l'excès. On ne peut pas aussi être communiste et pro-ukrainien. Je précise, ce n'est pas le peuple ukrainien. Je parle de l'actualité pro-ukrainienne dans le contexte actuel. Je ne parle pas d'un mépris pour les populations ukrainiennes, qui d'ailleurs sont victimes de leur propre gouvernement. Voilà, un gouvernement corrompu. Voilà. On ne peut pas être communiste et pro-ukrainien. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que l'Ukraine, c'est un laquais de l'OTAN. Parce que l'Ukraine, en termes le gouvernement ukrainien a interdit 11 partis politiques, ce qui est hautement antidémocratique,
dont le Parti communiste ukrainien, et en plus d'avoir interdit les partis politiques, elle a interdit les syndicats. Je ne vous compte pas aussi tous les néo-bandéristes qui défilent dans la rue, la présence de Svoboda à la Rada, ce genre de choses. Voilà. Vous ne pouvez pas être communiste et soutenir un pays qui en fait est juste un laquais de l'OTAN, complice de politiques néolibérales et néoconservatrices, qui réprime les communistes mais pas les fascistes. Voilà, déjà, vous ne pouvez pas être pro-ukrainien et de gauche. Quand vous savez vraiment ce qu'est le dossier ukrainien, c'est un dossier brûlant, hein, ça ne fait pas de vous des potes de Poutine. Mais ça fait de vous des gens qui se rendent compte de la réalité géopolitique mondiale, qui est le fait que l'Ukraine est un pion sur l'échiquier américain, un pion qui est mené contre les Russes dans une optique d'extension de l'OTAN, que l'OTAN n'est pas l'allié des communistes, d'un point de vue historique et d'un point de vue concret, factuel. C'est une alliance impérialiste dirigée par les États-Unis de base, donc c'est pas vraiment compatible avec le socialisme, une alliance impérialiste dirigée par les États-Unis. Alors Poutine n'est peut-être pas notre copain, mais il fait... Comment dire, il embête un peu les États-Unis, de même que la Chine. Même si la Chine est capitaliste, en tout cas à l'heure actuelle, hein, vous savez, depuis Deng Xiaoping, la décollectivisation, ils ont gardé quelques secteurs sous contrôle public, mais bon. Eh bien, ce sont des puissances qui gênent l'hégémone américaine, qui font obstacle à l'hégémone américain. Donc du coup, c'est quelque chose de malgré tout, malgré le fait que, malgré la nature autoritaire des régimes russes et chinois, alors qui ne sont pas les mêmes types d'autoritarisme. Dans le cas de la Chine, on a une coalition de partis qui est dirigée par le Parti communiste chinois. Donc on a une dictature d'un parti avec un pluralisme de façade, où l'hégémonie est entre les mains du Parti communiste chinois, dans le cas chinois, qui est un parti communiste n'ayant en réalité au moins 24 membres haut placés dans son sein qui sont des milliardaires. Mais, ça, c'est autre chose. Régime russe étant ce qu'on pourrait appeler une démocratie autoritaire, une démocratie illibérale, donc ayant des institutions démocratiques, mais des méthodes de gouvernance très autoritaires. Ce qui ne change pas grand-chose dans l'histoire russe, hein, qui depuis les tsars jusqu'à Poutine, en passant par l'URSS et Boris Yeltsin, n'a pas connu, on va dire, une vision de la démocratie qui est celle de pays comme la France, par exemple. Ce n'est pas la même réalité nationale. Mais on ne peut pas être communiste et pro-ukrainien puisque l'Ukraine est un pantin de l'OTAN. D'ailleurs, ils ont même voulu adhérer à l'Union européenne, qui est même à cette cage néolibérale. Donc, voilà, vous n'avez rien à retirer quand vous êtes communiste. D'un combat pro-ukrainien, ça n'a aucun sens pour un communiste ou pour une personne de gauche. À moins que ce soit une gauche bizarroïde à la LFI, PCF, tout ce que vous voulez, mais bon, plus rien ne m'étonne. Hein, de gens qui, de toute façon, ont trahi la lutte des classes pour la lutte des places. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas être communiste, j'ai envie de dire, et otanien. C'est ce qu'on vient de dire en parlant de l'Ukraine. Hein. L'OTAN est une organisation de base au service de l'impérialisme américain. Impérialisme américain anti-soviétique, en l'occurrence, et en l'occurrence anti-communiste, même si aujourd'hui il n'y a plus d'URSS. Si aujourd'hui il n'y a plus d'URSS et qu'il y a une Russie qui est capitaliste, alors avec un modèle capitaliste qui n'est pas comparable à celui de la France ou des États-Unis, qui n'est pas comparable à celui de la Chine, etc. Enfin, ce sont des modèles capitalistes un peu différents les uns des autres. Eh bien, malgré tout, le logiciel idéologique anticommuniste des États-Unis n'a pas disparu. L'impérialisme américain n'a pas disparu. Même aujourd'hui, on impose aux pays européens une vision néolibérale.
par le biais de l'UE et de l'OTAN. Sans compter toutes les organisations mondialistes comme le FMI, comme l'OMC, ne sont pas des organisations socialistes ou communistes. Ce sont des organisations qui servent des intérêts néolibéraux. Hein, donc voilà, il faut s'en rendre compte tout de même. Ce sont des organisations qui servent les intérêts du grand capital. Donc vous ne pouvez pas être communiste et pro-UE, pro-OTAN, pro-Euro, pro-FMI ou OMC, si vous voulez. Enfin, c'est absurde de vouloir être communiste et soutenir le bloc, on va dire, occidental décadent de l'euro-atlantiste. Voilà. Je vous dis pas d'être pro-russe ou d'avoir un truc bizarre sur le fait que les BRICS sont déjà l'URSS. Alors les BRICS sont pas l'URSS, mais c'est un contrepoids à l'hégémon américain. Après, j'ai envie de dire que ce que j'appelle l'hégémon américain, serait plutôt le bloc occidental avec plusieurs acteurs, alors surtout les États-Unis, mais aussi l'Angleterre et le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni, l'Angleterre, le Royaume-Uni et l'Allemagne, si vous voulez. Je dirais qu'il y a trois pôles, que c'est une domination anglo-germano-américaine. Les États-Unis sont placés dans la continuité de l'impérialisme anglais, de l'impérialisme britannique, et l'Allemagne s'est fait relais en Europe de la commandanture américaine, j'ai envie de dire. Enfin, c'est une expression, hein, commandanture, mais ce sont ces trois pôles-là qui sont ceux de cet impérialisme occidental. Avec le poids industriel de l'Allemagne dans l'Europe. Le fait que les Grandes-Bretagne est un relais de l'OTAN. Apparemment, ils partagent leur code nucléaire avec les États-Unis, où ils n'ont pas vraiment leur souveraineté sur leur arsenal nucléaire. Les Anglais. Donc voilà. Il y a quand même des choses très, très spéciales au niveau militaire sur ce qui est du Royaume-Uni. Voilà. Mais ces trois pays sont sont des relais quelque part de cet impérialisme. Je pense que cet impérialisme-là, si vous voulez, ne doit pas être vu comme un impérialisme à l'ancienne basé sur des nations, hein, comme l'était l'empire colonial français ou britannique ou d'autres empires coloniaux, espagnols ou que sais-je, ou belges ou néerlandais. Enfin, non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce serait plutôt un impérialisme multinational au sens de grandes entreprises, de GAFAM, d'institutions supranationales. On ne peut pas l'analyser exactement comme on pouvait le faire à l'époque de Lénine. Il faut réactualiser l'analyse de Lénine. L'analyse du camarade Lénine est précieuse sur la question de l'impérialisme, mais il faut la réactualiser au XXIe siècle. Voilà, donc il faut quand même s'en rendre compte, cette vision de l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme. Donc voilà, autre élément, vous ne pouvez pas être communiste et anarchiste. Ça, je dois sans arrêt le répéter. La lutte des classes, ça suppose à la fois de défendre le socialisme et de le développer. Si vous n'avez pas d'État, si vous n'avez pas de nation, comment vous pourrez avoir une nation d'ailleurs si vous n'avez pas l'organisation politique qui va avec, vous ne pouvez ni défendre votre socialisme, votre collectivisme, votre anticapitalisme, votre vision du communisme, ni la développer. C'est-à-dire que sans État, vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de frontières, vous n'avez pas l'organisation logistique qu'il vous faut pour vous défendre. Donc du coup, vous vous rendez face aux capitalistes, face aux forces capitalistes et réactionnaires. Sans l'État, vous n'avez pas toute l'organisation des services publics, des infrastructures telles que les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports,
qui sont quand même reliés entre eux, des canalisations, des réseaux électriques. Parce qu'en fait, ça, pour être organisé sur une large échelle, ça suppose une certaine capacité de coordination. Pareil, hein, les anards qui nous parlent d'autogestion généralisée sont bien mignons, mais je ne suis pas contre l'autogestion dans une certaine mesure. Mais comment dire, pour moi, l'autogestion de façon réaliste, ça ne fonctionne qu'à petite échelle. À grande échelle, la meilleure façon de collectiviser, c'est de nationaliser. À petite échelle, on peut avoir un système autogéré où c'est les travailleurs eux-mêmes qui gèrent le bousin, hein, qui gèrent des petites coopératives, mais à grande échelle, ou même des réseaux de coopératives au niveau des ETI, et des coopératives au niveau des PME et des TPE, mais à grande échelle, au niveau des GE, et au niveau d'un certain nombre de secteurs stratégiques, enfin, au niveau des secteurs stratégiques en général, un monopole public et entreprise publique. Ce qu'il faut, c'est donc des nationalisations. Voilà, ce qui nécessite un État. Pareil pour la loi. Hein, sans État, vous avez juste une société où les gens s'entretuent, soit pour des raisons de leur petit clan à eux qui se font la guéguerre avec des vendettas et de la justice intergénérationnelle, soit parce que sans institutions, tu peux trucider ton voisin pour tes intérêts égoïstes. Je suis désolé, mais la critique anarchiste de l'État, ça n'a aucun intérêt. Qu'on puisse avoir une critique du tout État, qui est celle plus ou moins des libéraux, je veux bien hein, que l'État ne puisse pas tout. Mais il doit pouvoir faire beaucoup de choses. En tout cas dans l'économie. Hein, c'est-à-dire que du point de vue du socialisme, du point de vue du communisme, l'État doit avoir un rôle très important, doit avoir une forte intervention dans l'économie, mais il n'est pas tout, mais il reste un acteur fondamental, avec d'autres acteurs sociaux à la base. C'est-à-dire que l'État doit s'occuper des grandes entreprises, des grandes orientations de l'économie nationale, doit se faire respecter des lois, doit garantir les services publics, mais ça n'empêche pas l'existence d'associations, ça n'exige pas l'existence de coopératives, d'une planification qui peut être en partie centralisée, en partie décentralisée. Voilà. Voilà. Mais ça ne justifie en rien le point de vue anard, en fait. Non, c'est-à-dire que vous soyez contre le tout État, on veut bien. On veut bien que vous soyez pour qu'il y ait des places, quelques initiatives locales, aux coopératives, tout ce que vous voulez, et que vous ne vouliez pas qu'on reproduise l'URSS sur la planification ou sur la dictature du parti unique. Oui, je veux bien, vous les anti-autoritaires, autoproclamés, au nom un truc libertaire bizarre, enfin, l'opposition binaire libertaire autoritaire, ça n'a aucun intérêt, hein, au passage. Mais non, nous on veut une république. Nous on veut une république qui garantisse de façon sérieuse le progrès social. Hein, le progrès social, les services publics, la sécurité sociale, l'instruction publique, une santé accessible à tous, des transports en commun accessibles à tous, un droit au logement, salaire minimum, les mêmes lois pour le fait que l'égalité devant la loi, hein, ce qui n'est pas possible avec un système anard parce que chaque petite commune a sa propre loi, ou alors quand loi il y a, hein, et quand c'est pas juste des gens qui s'entretuent les uns les autres parce qu'ils n'ont pas de loi pour les protéger. Voilà, donc voilà, on refuse l'anarchisme quand on est communiste, parce qu'il faut défendre le socialisme, et il faut le développer. Et un anarchiste veut désarmer les ouvriers face à la bourgeoisie. Clairement, c'est ce qu'il faut se rendre compte. Moi, il me semble que l'une des raisons pour lesquelles Franco a eu une certaine facilité à vaincre les républicains espagnols, c'est que la CNT ait poignardé les républicains espagnols dans le dos. Bon, le POUM aussi, hein, j'ai envie de dire, mais bon, ils sont quand même un peu plus rationnels, le POUM, que les anards. Mais la CNT a poignardé la République espagnole dans le dos, et ils ont été juste les idiots utiles de Franco. Ça a été des complices objectifs de Franco, les anarchistes. Hein. La CNT, c'est des complices objectifs de Franco. On ne vous paie pas vous dire antifasciste, vous les anards, quand vous êtes juste des gens qui disent à la classe ouvrière de se désarmer face aux fascistes.
C'est ridicule. Hein, pour s'armer face aux fascistes, pour lutter contre les fascistes, pour défendre la démocratie, pour défendre la démocratie face aux fascistes, pour défendre la classe ouvrière face aux fascistes, il faut surtout pas être anard en fait. Il faut avoir une autorité centralisée. Il faut accepter d'avoir une autorité centralisée. Il faut accepter d'avoir une hiérarchie militaire, d'avoir des grades, d'avoir des gens, d'avoir une organisation logistique. Il faut accepter d'avoir un État et des lois. Il faut accepter qu'il y a pas mal de choses qui permettent de lutter contre les fascistes, par exemple. Et si vous avez des gens qui sont anarcho-communistes, c'est une blague. Quand vous dites que votre ennemi c'est l'État, c'est un très bon argument pour dire que votre ennemi c'est pas le capital. Moi je le dis très, très sincèrement, et je le dis et je le redis, et je le martellerai sans cesse, les anards dans la pratique, qui se prétendent communistes, sont en réalité pour moi plus ou moins des ANCAP déguisés, et en réalité ce sont plus les ennemis des communistes que des capitalistes et des réactionnaires. Pour moi, Makhno n'a pas été une aide pour les bolcheviks, mais une épine dans leurs pieds. Déjà que les bolcheviks ont dû se farcir les armées blanches, alors s'ils devaient en plus se farcir des individus malhonnêtes, des individus abjects comme Makhno, des individus qui sont pour la barbarie sociale, qui sont les idiots utiles du capitalisme, les complices objectifs du capitalisme. Alors ces gens-là sont des ennemis des travailleurs. Ces gens-là ne défendent pas la liberté des travailleurs, défendent les intérêts des patrons. Par ailleurs, les anards en général sont plus liés au milieu petit bourgeois ou alors la strate la moins consciente du prolétariat qu'on appelle lumpenprolétariat, c'est-à-dire tout ce qui est délinquance et racaille. Et vous savez bien, les petits bourgeois, la petite bourgeoisie culturelle, ce qu'on appelle les bobos, ils sont très friands des délinquants. Ils sont très friands du lumpen. Parce que c'est une fraction du prolétariat qui n'a pas de conscience de classe, qui est manipulable. Et la petite bourgeoisie culturelle et la petite bourgeoisie en général ce sont rien de plus que des bourgeois, pour la plupart, pas tous, mais pour une bonne partie, qui aspirent, des petits bourgeois qui aspirent à en devenir de grands. Alors, malheureusement, la classe ouvrière devra s'allier avec une partie de la bourgeoisie parce qu'elle a besoin de cadres. Il est possible qu'elle soit obligée de s'allier avec une petite partie de la petite bourgeoisie. Le problème, c'est que la petite bourgeoisie a tendance à être réactionnaire parce qu'elle est coincée quelque part entre le capital et le travail. Ce qui donne, dans le cas de la petite bourgeoisie commerçante, lieu à des individus comme Poujade, en fait. C'est des individus qui s'imaginent que la société va fonctionner autour des petits artisans et commerçants. Ça n'a aucun sens. Mais ce sont des gens qui ont à la fois la haine des ultra-riches, parce que ce sont des gens qui les menacent économiquement, qui leur font concurrence, mais aussi des pauvres, des assistés entre guillemets, des partageux, des gens qui veulent s'attaquer à leur propriété à eux. Et donc, quelque part, la tentation réactionnaire, voire la tentation fasciste, est très forte chez eux, chez les petits bourgeois. Il y a une certaine partie de la petite bourgeoisie qui, d'un point de vue historique, a été le ferment du fascisme et du nazisme. Très souvent, vous regardez un certain nombre de gens qui étaient dans les partis nazis ou fascistes et qui était en fait l'aspect populaire chez les nazis et chez les fascistes, entre guillemets, l'aspect populaire entre guillemets, c'était soit la petite bourgeoisie, qui se sentait pousser des ailes et qui s'aspirait plus ou moins à devenir une forme de nouvelle aristocratie, soit le lumpen prolétariat qui se faisait bien manipuler par ces gens. Donc voilà, et ce qui fait qu'on a étrangement, d'un point de vue de classe et d'un point de vue idéologique, des connivences entre les anarchistes et les libéraux, puisque les libéraux disent ouais mais nous on n'aime pas l'État, on veut
dégraissir la fonction publique, l'État et les fonctionnaires. Ils vont adopter des positions libertariennes, minarchistes ou anarcho-capitalistes, choses qui se rejoignent. Il y a un spectre qui fait rejoindre les libéraux et les anarchistes. Et il y a aussi un spectre anti-État, nihiliste sur le rapport à la violence sociale, qui rapproche les anarchistes des fascistes. Le côté lumpenprolétariat, anti-républicanisme aussi, dans le cas de réactionnaires monarchistes, du lien entre anarchistes et monarchistes avec le cercle Proudhon, un cercle qui réunissait des monarchistes maurassiens et des anarcho-syndicalistes et des proudhoniens. Donc il y a un lien entre guillemets rouge-brun, même s'il n'y a pas grand-chose de rouge, surtout du brun, entre les anards et les fascistes. Et il y a un lien plus ou moins, on va dire, noir-jaune, si vous voulez. Vous savez, les couleurs des anarcho-capitalistes, le noir et les jaunes, entre les anards et les libéraux. Donc on ne peut pas être communiste et anarchiste. L'anarchisme est une idéologie qui est anti-prolétarienne, qui est anti-ouvrière. C'est aussi une idéologie qui, quoi que se disent certains anarchistes qui se réclament progressistes, mais pour eux c'est plutôt le postmodernisme qu'ils défendent, les idioties intersectionnelles. Vous ne pouvez pas être progressiste ou communiste et anarchiste. C'est-à-dire que, normalement, tout ce que j'ai dit, vient de dire sur l'État, en termes d'infrastructures routières, ferroviaires, électriques, hydrauliques, c'est incompatible avec une vision ultra décentralisée qui verrait dans l'État un ennemi, puisque pour maintenir toutes ces conditions du progrès social, ces conditions matérielles, il faut un État qui organise tout cet appareillage technique. Sans ça, vous n'avez pas... Voilà. Et si vous ne pouvez pas en plus garantir l'égalité en droit, avec une loi qui est à peu près la même pour tous sur l'ensemble du territoire national, du coup, vous avez des inégalités territoriales en droit. Vous avez les gens qui sont les plus aisés, qui profitent d'un différentiel juridique entre les territoires, qui se déplacent plus rapidement et qui peuvent jouer du fait qu'une loi n'est pas du tout la même d'un territoire à l'autre, ce qui fait que c'est encore pire qu'aux États-Unis, le fonctionnement de ce système-là. C'est-à-dire que c'est encore plus fédéral, le modèle anar, que les États-Unis. C'est plus des États fédérés, c'est des communes fédérées dans le cas anar. Donc vous avez le différentiel juridique fait que se déplacer, vous avez une loi différente par commune. Lorsque loi vous avez, lorsque vous n'avez pas de loi, vous avez ceux qui s'achètent les meilleures armes et qui frappent les plus forts. Bon, c'est peut-être pas forcément encore mieux. Mais quelqu'un qui est beaucoup plus riche, sachant que c'est très difficile d'organiser le transport pour tous dans un système où l'État est très peu présent, et donc les services publics aussi. Les services coopératifs, entre guillemets, peut-être selon eux, mais ils ont du mal à coopérer à large échelle. Donc voilà, c'est un système profondément inégalitaire et féodal dans la pratique, en fait. Ce que ça reproduit, c'est ça. Hein. Sans compter que sans État fort pour garantir la laïcité, vous avez les réactionnaires religieux qui prennent le pouvoir. Vous avez vous avez des oligarchies qui se recréent. Donc, d'un point de vue progressiste, d'un point de vue matériel, d'un point de vue économique et juridique, sans État, c'est exactement l'inverse du progrès social, ce que vous avez. C'est tout con, hein, mais vous ne pouvez pas vous dire sérieusement communiste en vous disant à côté je suis anarchiste. Ça n'a aucun sens. Autre point, vous ne pouvez pas être communiste et intersectionnel. Un vrai communiste se concentre non pas sur la domination, mais sur la lutte contre la domination ou l'autorité. On n'est ni anard ni intersectionnel, mais dans la lutte contre l'exploitation et l'aliénation.
Nous, on n'est pas pour les thèses intersectionnelles qui voudraient faire la convergence des luttes avec les néo-féministes complètement hystériques, les LGBT, QIA, plus machin truc, et les islamistes. Ça n'a aucun sens. Nous, ce que nous défendons en tant que communistes, c'est la lutte des classes. Et c'est l'unité du prolétariat. Alors, on s'en fout qu'une personne soit homosexuelle, que ce soit un homme ou une femme. Pour nous, un prolo est un prolo. Et on n'aime pas la division identitaire sur la base de l'identité personnelle ou communautaire entre les travailleurs. Et on n'aime pas être les idiots utiles des politiques libérales de marché associées à ces politiques d'identité. À ces identity politics, comme disent nos amis british et Amerloc. Nous aussi, on est matérialiste et ça peut aller à l'encontre des intégristes religieux ou de gens qui nous parlent d'identité de genre fluide, multiples, bizarres. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est le réel. Or, quand vous avez parmi ces gens de la diversité des gens qui sont fâchés avec le réel, soit à cause de leurs croyances religieuses, soit à cause de leur identité personnelle ou communautaire, vous ne pouvez pas construire quelque chose politiquement avec des gens qui refusent le réel. Vous pouvez construire politiquement des choses pour l'émancipation des gens. Vous pouvez vous pouvez être féministe, vous pouvez être progressiste, vous pouvez soutenir les droits des femmes, le droit à l'avortement, l'égalité salariale, l'égalité en droit. Ça, c'est une évidence. Hein. Vous pouvez soutenir le mariage pour tous, le fait de lutter contre les discriminations qui pèsent sur les homosexuels. Ça, c'est normal, on est civilisé. Vous pouvez lutter contre le racisme, oui. Mais par exemple, opposer les blancs et les noirs, ou opposer les hommes et les femmes, en vous prétendant lutter contre le sexisme ou lutter contre le racisme, c'est pas une politique communiste, ça. C'est une politique libérale communautaire à l'anglo-saxonne. Nous, quand on est communiste, on n'est pas woke. Je dis très clairement, on n'est pas woke. On n'est pas déconstructiviste, on ne parle pas de déconstruire le genre, de la blanchité ou de lutter contre l'islamophobie, terme inventé par les islamistes au passage, et par les fréristes. On ne parle pas d'hétéropatriarcat cisgenre ou de concepts aussi fumeux que ça en fait. Nous on parle de droit, d'économie, d'éventuellement de vie culturelle. Hein, et on peut parler par exemple du soft power américain, de l'américanisation de nos sociétés. Et les woke en font partie. Hein, les woke font partie de l'américanisation de la société française. Hein, c'est un mouvement qui vient des États-Unis, c'est un mouvement qui n'est pas communiste, qui n'est pas de gauche au sens de la gauche républicaine à la française. C'est un mouvement qui est profondément réactionnaire en réalité. Alors au nom d'idéaux progressistes, oui. Enfin, c'est pas bien d'être sexiste, faut être féministe, faut respecter les droits des femmes, faut respecter les droits des homosexuels. Le racisme envers les noirs, c'est méchant. Ouais, on est tous d'accord avec ça en fait. Il y a même des gens de droite qui sont d'accord avec ça, en fait. Il y a même des gens de droite, de la droite libérale, ou des gaullistes, des nationalistes, ou des conservateurs qui sont d'accord avec ça, en fait. Vous avez plein de gens qui sont constituent aujourd'hui à l'extrême droite, qui sont homosexuels, et qui peuvent être pour le mariage pour tous, par exemple. Hein, ou peut-être qu'ils pourront aussi être par contre, les histoires d'identité de genre, parce que ça leur paraît complètement fumeux. Mais voilà, c'est tellement des sujets qui sont hors du sérieux du politique que nous, en fait, nous autres communistes, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Il y a des choses qui, pour nous, sont contre-productives, au contraire, qui vont contre l'universalisme, qui vont contre le matérialisme. La théorie du genre ou la théorie critique de la race, ce que j'appelle la théorie critique de la race, c'est comment être raciste au nom de l'antiracisme. La théorie critique de la race, c'est du racisme anti-blanc
proposé comme remède au racisme anti-noir, enfin, c'est d'opposer les blancs et les non-blancs, les racisés, comme ils disent. De prétendre qu'il y aurait des races sociales. De la même façon que l'extrême droite parlait de race biologique. Voilà, ce que l'extrême droite justifiait par une pseudo-biologie, ces gens-là vont le justifier par une pseudo-sociologie. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, ça peut avoir entre guillemets du sens éventuellement dans une société américaine marquée par la ségrégation, mais ça enferme plus les gens dans des cases que ça ne les émancipe réellement. Dans le contexte français, qui n'est pas la même histoire que l'histoire américaine, ça a juste aucun sens. Quand même le pays de l'universalisme en France. Je rappelle que pour ceux qui osent se dire décolonial dans l'affaire, eh ben, le camarade Ho Chi Minh rappelait régulièrement les idéaux républicains français dans ses discours, les idéaux universalistes, les idéaux d'égalité qui étaient des idéaux du républicanisme français. Il ne les rejetait pas. Ça nous change des individus absolument abjects à la Rouya Boutelja, tout comme ça peut nous changer de gens complètement cintrés qui ont un discours à la Sandrine Rousseau. Mais voilà, c'est quand même assez problématique que vous ayez des gens qui se disent communistes et pour eux, ils sont plus en train de lire d'écouter des discours de Sandrine Rousseau ou de lire des bouquins d'Horia Boutelja que de lire Marx, Lénine, Jaurès, Kluskar ou éventuellement de s'intéresser à l'histoire de la Révolution française, sans en faire la caricature de révolution bourgeoise, alors que vous avez des gens comme Babeuf qui sont intéressants, des gens comme Hébert qui sont intéressants, des gens comme Robespierre ou Couthon qui sont intéressants, ou Marat, à contextualiser dans leur époque, évidemment, mais vous pouvez pas rejeter une base émancipatrice au nom d'une vision de l'émancipation complètement claquée au sol, en fait. Le modèle intersectionnel, c'est des gens qui, au nom de l'émancipation, dans une approche assez libérale-libertaire, vont juste rejeter l'émancipation réelle au profit, en fait, d'une émancipation de la folie. Ils veulent s'émanciper vis-à-vis de la raison. Ces gens-là, c'est ces gens qui sont dans les thèses Deleuze, Foucault, Derrida, sont des gens qui veulent s'émanciper de la rationalité. Ce sont des gens qui sont fous. Et on ne peut pas défendre l'intérêt des ouvriers en leur disant on va déconstruire le genre, ou vous allez devenir vegan, ou faut lutter contre l'hétéro-cisnormativité. Vous n'avez pas parlé à un ouvrier comme ça. Vous n'avez pas convaincre un ouvrier de lutter pour ses droits et pour son émancipation plus complète dans la voie vers le communisme, avec une voie vers le communisme, vers le socialisme et le communisme, en lui parlant de concepts complètement claqués au sol, de véganisme, non-binarité du genre, ou ce genre de choses. Parce que l'ouvrier, ce qui va l'intéresser, ce sera beaucoup plus j'aimerais pouvoir manger un steak à la fin du mois, j'aimerais pouvoir avoir une vie de famille, avoir un logement, avoir la sécurité sociale, ne pas me faire poignarder dans la rue. Je vais y venir au passage. Ne pas me faire poignarder dans la rue, ne pas me faire cramer ma bagnole, ne pas crever de faim à la fin du mois, enfin, des choses très simples, très basiques. C'est pouvoir vivre une vie normale, trouver compagne ou compagnon, suivant ouvrier, ouvrière, ou suivant si c'est une personne homo ou hétéro. Avoir une vie, avoir du temps pour les loisirs, etc. Pouvoir m'éduquer ou éduquer mes gosses, c'est des revendications assez universelles, en fait. Il y a des revendications assez universelles, qui sont celles de besoins et de désirs tout à fait humains. Et quand on s'éloigne, quand on a des militants politiques de la pseudo-gauche radicale qui vous parlent de non-binarité du genre, qui passent des heures au passage, qui vous parlent de race sociale, d'intersectionnalité des luttes,
eh bien ils oublient une approche beaucoup plus essentielle, beaucoup plus simple, qui est celle de parler des besoins concrets des gens, en fait. Voilà. Je n'apporte pas spécialement quelque chose, un renouveau théorique énorme, mais il y a une évidence et un bon sens populaire à respecter, en fait. Les gens veulent pas, les prolos veulent pas qu'on les convertisse au véganisme. Les prolos veulent avoir de quoi manger. Voilà. Et quand vous avez des gens qui veulent croiser toutes les luttes progressistes, entre guillemets, enfin, définies en réalité par une bourgeoisie, petite bourgeoisie culturelle très, très néolibérale d'esprit, qui a un état d'esprit tout à fait néolibéral, ben, vous n'avez pas le moyen d'émanciper le prolétariat. Les ouvriers vont pas voter pour cette gauche-là, et ils vont pas adhérer à cette gauche-là de façon générale. Ils vont pas faire la révolution ou élire des gens qui sont de cette gauche-là. Ça va les pousser vers la droite nationaliste. Ça va pas forcément les pousser vers la droite libérale, parce qu'ils savent quand même que les libéraux, c'est les gens qui les entubent. Ils vont voter pour la droite nationaliste, qui aujourd'hui est pseudo-nationaliste. C'est-à-dire que pour moi, l'arnaque LFI, c'est l'idiote utile de l'arnaque RN, si vous voulez. Et les deux servent l'arnaque macroniste. Enfin, l'arnaque macroniste, tout le monde sait qu'elle est là, mais personne ne sait par quel angle la s'aborder. Mais voilà, il y a une désorganisation profonde du mouvement ouvrier, avec la mondialisation, avec la chute de l'URSS, qui a quand même détruit pas mal les idéaux d'émancipation populaire, l'idéal d'émancipation populaire qui était le socialisme, le communisme, le marxisme. Donc il y a tout un travail idéologique à faire là-dessus. Et c'est pas avec les inepties intersectionnelles qu'on y arrive, c'est plutôt avec un travail sur les besoins concrets, réels de la classe ouvrière, un travail qui se fait de façon républicaine, hein, dans le sens français de république, hein, du républicanisme à la française, donc des valeurs progressistes républicaines, avec une approche matérialiste, avec une approche scientifique des choses, pas avec une approche idéaliste sur « oh, le progrès, la tolérance, l'inclusivité », non. Le progrès, c'est la raison, c'est plutôt la raison, quels sont les besoins matériels des gens, comment juridiquement on organise les choses, de façon humaine, mais aussi de façon utilitaire. Les deux approches combinent. Voilà, enfin, il y a quand même à la fois l'aspect social, humain, et l'aspect technoscientifique dans l'affaire. Autre chose, on ne peut pas être communiste et anti-police. Alors je dis ça, oui, on va me dire, ouais, mais c'est l'appareil d'État de la bourgeoisie. On ne peut pas l'être de façon stupide. Ou plutôt, on ne peut pas l'être du tout. Enfin, comment dire, on ne peut pas être communiste et dire, ah bah la police, quand, dans les classes populaires, l'une des grandes préoccupations, outre le fait d'avoir un toit, d'avoir de quoi bouffer, de voir de quoi se soigner, éduquer ses gosses ou s'éduquer soi-même, enfin, les besoins de sécurité sociale, qui est une sécurité aussi, hein, une sécurité d'avoir un toit, la sécurité d'avoir de quoi manger, de se soigner, c'est une sécurité. Eh bien, on ne peut pas avoir un discours anti-police, anti-sécurité. Je parle sécurité, on veut dire sécuritaire, on se comprend. Quand une des préoccupations des classes populaires, outre le fait de pouvoir vivre convenablement avec une sécurité sociale, c'est de pouvoir ne pas se faire poignarder, de ne pas se faire voler, de ne pas se faire cramer sa voiture ou son appartement, le peu que ces gens ont. C'est une préoccupation populaire, être en sécurité. Et il faut le reconnaître. Donc les gens qui ont un discours anarchisant, anti-police, ce sont des ennemis du prolétariat. Et un communiste n'est pas... Un vrai communiste n'est pas anti-police. Il sera pour éventuellement, il sera plutôt pour une réforme de la police pour, par exemple, virer les policiers qui ont des attitudes violentes, réactionnaires, racistes, fascistes, tout ce que vous voulez. Hein. Mais le discours « abolissons la police », c'est un discours d'anarchiste et pas un discours de communiste. Voilà, donc il faut quand même se rendre compte que quand on est communiste, on n'est pas anti-police, on est plutôt pour
une police qui garantisse l'application des lois, pour de meilleures lois, qui protègent mieux les citoyens, qui soient moins pour l'intérêt des patrons. Alors on pourra s'opposer à de la police, vous êtes dans une manifestation, si celle-ci sert à réprimer une manifestation, parce que le policier peut être autant un gardien de la paix qu'un gardien de l'ordre bourgeois, effectivement, tout comme l'armée. Pour autant, se priver de police ou d'armée, pour un État socialiste, parce qu'il faut avoir un État socialiste pour vaincre la bourgeoisie, pour vaincre le capitalisme, eh bien, c'est se priver des moyens de faire appliquer sa politique, en fait. Je suis désolé, mais l'URSS n'a pas aboli l'armée rouge, au nom d'une vision pacifiste, antimilitariste, naïf, qui aurait été synonyme de contre-révolution. Bon, on pourra me dire, oui, il y a une police politique, c'était pas génial. Oui, je suis bien d'accord. Ou que la police, c'est pas exactement la même, c'est plus des milices, machin truc, milices ouvrières ou milices... ou que le rapport à la police, c'est pas le même dans ces pays-là, d'ailleurs. Mais, et qu'il est différent dans chaque pays. Mais le discours anti-police est ridicule. Il faut bien faire appliquer les lois dans un système socialiste, comme dans un système capitaliste. Dans un système capitaliste, la police protège la propriété privée des moyens de production, ouais, tout comme la propriété privée personnelle. Ouais. Bah, dans un système capitaliste, mais dans un système socialiste, eh ben, la police protège à la fois la propriété privée personnelle et la propriété collective des moyens de production. C'est pas si simple parce qu'il y a les petits artisans, mais bon, voilà, ils peuvent avoir leur petit commerce, les petits artisans commerçants. C'est pas un problème, étant donné que nous, ce qu'on condamne, c'est la propriété privée en tant que rapport social, qui est le salariat. Nous, voilà, c'est... Et pareil, il y a aussi le fait de pouvoir protéger les personnes, hein. Dans un système capitaliste, il y a une police pour protéger les personnes, dans un système socialiste aussi. Donc le discours anti-police n'a aucun sens. Absolument aucun sens. On ne peut pas être communiste et bêtement anti-police. On ne peut pas être communiste et anarchiste, ça revient à la même chose. On ne peut pas être communiste et sans frontiériste. Alors, j'ajouterais, oui, on ne peut pas être communiste sans être patriote, on ne peut pas être communiste antinational. Alors oui, on est internationaliste en tant que communiste, donc on est pour une solidarité du prolétariat au-delà des nations, mais on n'est pas dans un antinationalisme, dans un sans-frontiérisme. Alors, il y a l'aspect commercial et humain de la chose, parce que les frontières souvent bloquent, et ils ne font pas que bloquer d'ailleurs. Une frontière, c'est pas non plus qu'un mur, hein, c'est où on peut laisser passer des choses, ou des personnes. Eh bien, ce sont à la fois des obstacles à la libre circulation des biens et des personnes. Donc il y a à la fois la question commerciale et la question migratoire dans la question des frontières. Alors tout d'abord, la question commerciale, j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé de l'Union européenne, un communiste n'est pas pour la libre concurrence entre les travailleurs. Ça, c'est un fait. Il n'est pas pour que des capitalistes puissent jouer de la concurrence entre travailleurs, jouer du chômage de masse, jouer des délocalisations pour nuire à l'intérêt des travailleurs. Un communiste défend les travailleurs, quand il n'est pas lui-même un travailleur d'ailleurs, mais défend l'intérêt des classes populaires. Et donc, ce faisant, il ne peut pas, s'il est réellement communiste, prôner des politiques de libre-échange qui nuisent aux travailleurs et qui les désorganisent, qui les poussent à se battre entre eux. C'est absurde. Donc ça, c'est un point. Un communiste est forcément protectionniste pour des raisons sociales, pour des raisons de lutte contre les politiques libérales qui nuisent aux travailleurs, de politiques de libre concurrence, des politiques qui nuisent aux travailleurs au profit des capitalistes, au profit d'une réduction des salaires, parce que la main-d'œuvre, quand elle est vraiment mise en concurrence à un certain niveau, elle est prête à se vendre quasiment à n'importe quel prix. Au nom de la libre concurrence, les concurrences libres et non faussées, les acteurs économiques autonomes, tout ce genre de bullshit que vous entendez, dans lesquels on vous dit qu'un ouvrier est libre
dans un contrat face à son employeur, en oubliant de dire qu'il est quand même contraint de vendre sa force de travail. Et par ailleurs, il y a la question migratoire. Alors on ne peut pas traiter exactement la question migratoire comme de la même façon que la question commerciale. Puisque la différence, c'est que quand on parle de la question commerciale, on parle purement de marchandises. Là, quand on parle de la question migratoire, on parle d'une question humaine. Il y a les deux défauts, je dirais, sur la question migratoire. Il y a le défaut du natio chauvin qui veut tirer sur tout ce qui bouge dès lors qu'il entend parler du mot immigration. Alors là, il est insupportable, ce genre de personnage. Et pour lui, tout ce qui est migrant, c'est mauvais par définition. C'est des démons. Et puis la vision de gauchiste naïf, oui, mais il faut être gentil, il faut accueillir tout le monde. Donc tous les migrants sont des anges. Typiquement, c'est celle des sociodémocrates et des anarchistes. Bon, les sociodémocrates parce qu'ils ont remplacé la lutte des classes par la lutte des places. Et les anarchistes parce qu'ils n'aiment pas les frontières, parce que les frontières c'est quand même lié à l'État, à la nation. Bon, bref. Parce que c'est autoritaire une frontière. Oui, c'est autoritaire. Et c'est aussi protecteur et social. Mais du coup, la question migratoire. Il y a ceux qui voient dans tous les migrants des anges ou des petites victimes persécutées. Alors, la réalité, elle est entre les deux. Dès lors que vous parlez de migration humaine, vous parlez d'humain. Et un être humain n'est ni un ange ni un démon. Il est un être humain. Point. Donc parmi ces êtres humains, vous avez toutes sortes d'êtres humains. Des gens qui, effectivement, n'ont pas le choix et ont vu leur pays se faire détruire par des bombes. Et là, on ne peut que vouloir les accueillir. C'est humain, justement. Et des gens qui peuvent aussi être des salopards de terroristes, qui peuvent entrer dans le pays. Et ça, faut pas les laisser rentrer. Enfin, ces gens-là, faut pas les laisser rentrer. Ces gens-là, faut pas les laisser rentrer. Il faut pas laisser rentrer des terroristes, des intégristes religieux. C'est dangereux pour le pays pour risquer de faire entrer des djihadistes ou des trafiquants de drogue ou tout ce que vous voulez. Mais voilà, il y a des questions. Et il y a la question de l'exploitation de la main-d'œuvre à bon marché par les capitalistes. Les capitalistes se disent que s'ils connaissent pas bien les lois, pouvoir les faire travailler au black, ils vont pouvoir moins les payer. Bon, alors aujourd'hui, il y a des progrès qui sont réalisés, mais il y a quand même aussi l'ubérisation, l'affaiblissement des syndicats, la mondialisation. Bon, il y a quand même les lois sociales aujourd'hui par rapport au 19e siècle. Donc c'est ce qui a changé par rapport à l'époque de Marx et de Jaurès. Mais quoi qu'il en soit, historiquement, des gens comme Marx, comme Jaurès ou même comme Georges Marchais sont des gens de gauche qui sont capables de critiquer l'immigration. Et ce sont tous des anticapitalistes en fait. Alors, Marx, tout le monde sait qu'il est anticapitaliste. Il critique la façon dont la bourgeoisie utilise l'immigration comme armée industrielle de réserve. Alors il parle aussi des chômeurs, du progrès technique pour réduire le nombre d'ouvriers, du fait du travail des enfants, ouais. Il parle de la mise en concurrence des travailleurs. Bon. Il y a quand même le Capital où il parle un peu de ce genre de sujet, qui est quand même l'œuvre majeure de Marx, et il parle d'armée industrielle de réserve et de surpopulation relative. Et vous avez Jaurès qui vous dit « Nous sommes internationalistes, mais nous opposons à une immigration qui menace, dans laquelle des travailleurs manuels d'autres pays iraient se jeter pour vendre à bas prix alors je peux pas la citation exacte, mais leur force de travail aux capitalistes. Enfin, Jaurès, qui est anticapitaliste, je rappelle, Jaurès c'est le fondateur du journal L'Humanité, dans lequel il dit que le but du socialisme est la propriété commune des moyens de travail et la fin des classes sociales pour une humanité réconciliée. Mais Jaurès critique l'immigration en disant que ce n'est pas pour un chauvinisme jaloux, mais parce que nous sommes réellement internationalistes que nous ne voulons pas mettre les travailleurs en concurrence, grosso merdo.
Lisez un socialiste douanier, vous aurez la référence un peu plus exacte. J'ai plus tout à fait en tête l'exacte citation. Mais voilà, donc, eh bien, il critique l'immigration. Et Georges Marchais, j'ai envie de dire l'un des derniers communistes du PCF, secrétaire général du PCF, Red communiste, même si je suis assez critique de Georges Marchais sur l'abandon du léninisme au sein du PC, eh bien, Georges Marchais, qui était un brave type et qui était honnête, malgré ses défauts sur le plan théorique, eh bien, disait qu'il fallait lutter contre l'immigration massive et incontrôlée. Non pas parce qu'il était haineux envers les immigrants, non, mais parce qu'il considérait que les capitalistes allaient utiliser l'immigration pour exploiter les immigrés, en fait, justement. Pour exploiter les travailleurs en général, les mettre en concurrence. Il y avait aussi des questions sur le vivre ensemble, aussi sur la question... Vous comprenez aussi de façon générale, dans la logique qui est la nôtre, que le problème qui peut se poser, c'est tous les problèmes liés à la ghettoisation, donc sous le capitalisme. Avec toute la problématique de la ghettoisation, vous avez une augmentation de la violence sociale, qui est avec des descendants d'immigrés qui ne sont pas forcément intégrés, ou des immigrés qui ne le sont pas. Enfin, vous avez tout un tas de questions de ce genre-là. Dans un système socialiste, c'est beaucoup plus facile d'intégrer les populations nouvellement arrivées. Vous pouvez améliorer la situation au niveau du logement, au niveau de l'éducation, de la santé. Dans un système capitaliste, ça contribue malheureusement au pourrissement de la situation. Dans l'ensemble. Mais malheureusement, le souci humanitaire est aussi là. Enfin, moi, j'ai eu du mal à accepter d'être critique de l'immigration à une époque. Alors, de cœur, je suis quelque part un immigrationniste de cœur, mais un anti-immigrationniste de raison. C'est-à-dire que de cœur, je suis pour l'accueil des migrants. De raison, je sais que ça ne fonctionne pas vraiment dans la pratique, qu'il y a quand même pas mal de problèmes autour, de questions liées à l'intégration, et que c'est une problématique plus complexe que oui, non, que je suis pour l'immigration ou je suis contre. Non, je ne suis pas pour ou contre l'immigration. Je ne suis pas pour... Comment dire? Il y a ceux qui sont pour l'immigration ou contre l'immigration. Il y a ceux qui sont pour ou contre les migrants, et c'est pas pareil. L'immigration, c'est un phénomène. Les migrants, ce sont des personnes. J'ai envie de dire ça à nos camarades droitards, souverainistes de droite et nationalistes de droite, qui veulent lutter contre l'immigration. Ou aux droitards qui ne sont pas forcément souverainistes, mais qui sont nationaux un peu identitaires, qui vous disent ouais, à bas l'immigration, machin truc, mais qui sont pas foutus de vouloir sortir de l'UE, de l'euro ou de l'OTAN. Du coup, bon, déjà, si vous n'êtes pas foutu de sortir de l'OTAN, vous allez pas lutter contre les causes, donc c'est-à-dire la destruction de pays entiers, qui amènent justement à des déstabilisations de régions entières du monde, qui poussent des gens à migrer. Ils ne le font pas pour plaisir. Aucun migrant, en général, aucun migrant ne vient avec son petit bout du champ et dit « Ah tiens, je vais immigrer en France pour le plaisir ». Il y a aussi des contraintes liées à des situations géopolitiques. Alors ça peut être l'OTAN, ça peut être aussi la destruction de la Libye par Sarkozy, qui a quand même pas mal posé de problèmes. Vous avez aussi des gens qui sont pas foutus de s'opposer à l'Union européenne. Ils vont avoir l'espace Schengen et la CEDH sur le dos, pas accepter une zone de libre-échange et être nihiliste sur la question des frontières quand vous voulez stopper l'immigration. C'est ridicule. Vous avez aussi tous les gens qui veulent tirer sur tout ce qui bouge en parlant des migrants. Et là, pour moi, c'est inacceptable. C'est les mecs qui pensent résoudre la situation avec des miradors et en transformant la Méditerranée en cimetière.
ça me fait vomir. Que vous soyez contre l'immigration, c'est une chose. Que vous soyez, vous comportez comme des monstres, sans voir les choses au cas par cas, sans être capable d'avoir une once d'humanité dans le processus, et de vous poser sincèrement la question de comment on va essayer de faire pour sauvegarder le plus de vie possible, comment on va faire en sorte de gérer la situation de la façon la plus humaine possible. C'est vraiment un problème. C'est-à-dire que il y a d'un côté le pragmatisme et d'un côté l'humanisme. L'humanisme, accueillir ceux qui ne peuvent pas vivre dans le pays qu'ils ont fui. Le pragmatisme, on ne peut pas accueillir tout le monde, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes d'intégration. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Est-ce qu'on restreint ? Est-ce qu'on accueille ? Comment on le fait ? Il faut le faire. Dans une certaine mesure, on n'accueille pas les terroristes, on n'accueille pas des gens qui veulent établir des trafics de drogue et détruire notre pays. On accueille des gens, par exemple, qui sont, par contre, on accueille des gens qui sont des réfugiés politiques, qui fuient les islamistes, par exemple. On n'accueille pas les djihadistes, mais les mecs qui sont obligés de fuir les islamistes, on va les laisser crever. Les mecs qui ont plus d'endroits où vivre et qui n'ont rien demandé à personne. Qui sont juste les civils qui vivent leur petite vie au quotidien. Qui n'ont rien demandé à personne, qui n'ont pas demandé à ce que leur maison se fasse bombarder. Est-ce qu'on les laisse crever ? Ça, c'est une question. Et ensuite, la question, c'est ça aussi, savoir si on a la ressource pour accueillir tout le monde. Si on fait, comment on fait pour limiter les violences sociales liées aux politiques, le phénomène social de ghettoisation. Comment on fait en sorte pour que les nationaux et les migrants coexistent le plus pacifiquement possible ? Ça, c'est une question. Et l'un des défis à gauche, y compris parmi les communistes, mais dans la gauche en général, c'est d'avoir une position immigrationniste. Mais avoir une position immigrationniste naïf. Ils ont raison d'un point de vue humanitaire. D'un point de vue pragmatique, non. D'un point de vue pragmatique, ils n'ont pas spécialement réfléchi à la question. Et vous avez une droite qui, d'un point de vue pragmatique, a peut-être pensé la question, mais d'un point de vue humanitaire, c'est largement à désirer. Ensuite, c'est vrai que vous n'avez pas forcément du monolithisme. À gauche et à droite, vous avez des gens qui ne pensent pas exactement comme ça. Vous avez des gens à gauche qui sont critiques de l'immigration. Vous avez des gens à droite qui sont oui, je suis pour une réduction de l'immigration, peut-être des mesures fortes, mais je ferai une exception sur ce sujet ou celui-là. Voilà. Mais franchement, il y a un équilibre à tenir sur cette question. C'est lié aux questions des frontières, au niveau de la mondialisation des flux. C'est beaucoup plus facile de poser la question du protectionnisme commercial, parce que ça ne concerne que des marchandises. Mais le problème humain de la question migratoire, ça englobe plein de dimensions en réalité. Dimension économique, dimension religieuse, dimension sécuritaire, administrative, linguistique, culturelle, si vous voulez, légal, voilà. C'est vraiment un sujet de société qu'il ne faut pas aborder de façon naïve. On ne peut pas être communiste et être bête sur ces questions-là. Il faut, quand on est communiste, alors je ne l'ai vraiment pas mis en priorité la question migratoire parce que moi-même, je vous parle quelque part un peu de façon subjective. Moi-même, j'ai eu du mal à en faire un objet de ma pensée politique. Je suis quelque part, on va dire, comme disent les jeunes, récent dans le game de la question de la critique de l'immigration. J'avais au début, à une époque, une vision plutôt accueil humaniste des migrants. J'ai toujours, c'est une
une certaine vision comme ça. Ça ne s'efface pas, le fait d'avoir quand même des convictions humanistes de base. De vouloir quand même éviter que des gens crèvent la bouche ouverte, surtout quand on est de gauche. D'un autre côté, vous avez tous les problèmes, les conséquences qui vont avec, et qui ne sont pas forcément un résultat très à gauche. Et vous avez la montée d'une droite réactionnaire qui fait son beurre là-dessus. Donc quelle politique on adopte sur cette question-là? Pour pas être le dindon de la farce d'un populiste de droite qui va très aussi réactionnaire que cela, un populiste de droite très réactionnaire, comment on fait pour, à gauche, faire émerger une vision intelligente de cette question-là? C'est avec tout ce que je vous ai dit, la question migratoire, c'est un aspect parmi d'autres. Moi, je refuse d'en faire l'alpha et l'oméga de ma vision politique, ce serait ridicule. La question numéro 1, ce serait plutôt la souveraineté, la laïcité, le bon fonctionnement des services publics, des institutions, de l'État. Vous ne pouvez pas envisager la question migratoire sans celle des frontières et de la souveraineté déjà. Mais bon, être anti-immigration pour soutenir les islamistes ou les cathotradis, c'est ou soutenir des politiques ultralibérales, c'est quand même un peu idiot sur les bords. Donc voilà. Je pense, camarades et citoyennes, qu'il faut essayer d'avoir une vision intelligente, pragmatique de toutes ces questions-là, et que on ne peut pas être communiste et pro-Union européenne, on ne peut pas être communiste et soutenir les intégristes religieux, on ne peut pas être communiste et soutenir l'OTAN et ses valets, on ne peut pas être communiste et intersectionnel, on ne peut pas être communiste et sans frontiériste. Voilà, enfin, on peut pas être communiste et être anarchiste. Enfin, on peut pas être communiste sans avoir une vision un minimum structurée, réaliste. Un communiste doit être laïque, doit être républicain, doit être souverainiste, doit écouter le peuple et être démocrate en cela être démocrate, donc pas intersectionnel, puisque ce sont des dogmes de la petite bourgeoisie, une petite bourgeoisie qui en réalité est coupée des aspirations populaires. Voilà. Et qui de toute façon n'écoute pas quand on a un avis divergent. Un intersectionnel est tellement dans son logiciel idéologique où il essaie de conjuguer des choses qui de toute façon ne sont pas cohérentes entre elles, que avoir un débat rationnel et démocratique avec la dite personne s'avère compliqué. Une personne d'ailleurs qui est trop guidée par l'émotionnel et pas par l'idée d'un débat rationnel, argumenté, difficile avec un intersectionnel en réalité. Voilà. Bon, sur ce, camarades et citoyens, raison, égalité, solidarité, nous vaincrons. Ciao.